Bonjour à tous, bienvenue dans cette table ronde. On est ravis de vous accueillir. On va parler aujourd'hui d'un des hotspots de la planète tech, l'Asie du Sud-Est, une région qui gagne à être connue et qui est déjà très innovante, une région jeune, connectée. Il y a beaucoup de success stories à raconter, de l'innovation, des progrès, mais il y a aussi de la diversité et quelques inégalités. Alors, Asie du Sud-Est, terre d'opportunités ou mirage? On va poser la question à nos panélistes de cette session. Je vais vous les présenter. En partant de ma droite, Ming Po Kai, qui est président fondateur de KT Capital, qui a un fonds d'investissement dans le venture capital, donc dans le capital risque, qui est un fonds d'investissement européen, mais qui investit partout dans le monde et notamment en Asie du Sud-Est. On a ensuite Sandiaga Uno, qui est ancien ministre du Tourisme en Indonésie, qui est un homme d'affaires aussi très important du côté de Jakarta. Ensuite, vous avez Arnaud Vessier, qui est président de International SOS et qui est aussi membre de MEDEF International, donc qui nous donnera aussi un aperçu de cette région. Et puis Ravindra Ngo, qui est fondateur de The Asian Network. C'est un réseau d'affaires dans la région, donc Asie du Sud-Est. Mais d'abord, je vais passer la parole à Marie-Françoise Renard, qui est économiste spécialiste du développement et notamment en Asie. On va revenir sur l'Asie du Sud-Est comme ensemble politique et économique. Comment il s'est constitué? L'ASEAN aussi, on va parler de cette organisation. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je crois que pour bien comprendre le cheminement de ces pays d'Asie du Sud-Est, comment ils en sont arrivés où ils sont aujourd'hui, il faut se souvenir que lorsque la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et Singapour, bien sûr, ont fondé l'ASEAN en 1967, l'heure était à la guerre froide et l'objectif premier était de limiter l'expansion du communisme. Donc, l'objectif était avant tout politique, c'était aussi pour stabiliser la zone et pour permettre le développement économique de pays qui, pour l'ensemble, étaient généralement des pays assez pauvres. Alors la question qui se pose très rapidement, c'est de savoir si c'est vraiment une communauté dans un ensemble de pays qui sont très différents. On va en reparler dans leur histoire, dans leur niveau de développement, dans leur régime politique, etc. Et on voit bien que pendant quelques années, l'objectif va d'abord être de soutenir l'identité nationale pour réussir à faire une communauté. Donc c'est un objectif qui est complexe et qui va être partiellement réalisé. Un des événements les plus importants, je n'ai pas le temps de donner les différentes étapes, mais c'est la création à l'initiative de l'Indonésie en 2012 du RCEP, c'est ce traité de libre-échange qui donne un rôle central aux pays de l'ASEAN. Alors il y a deux phénomènes qui vont favoriser l'ouverture et l'intégration de l'ASEAN. Le premier de ces phénomènes, ce sont les accords du Plaza en 1985 qui décident d'une réévaluation du yen japonais, ce qui va toucher évidemment la compétitivité des entreprises japonaises. Le gouvernement, en pleine guerre commerciale avec les États-Unis, va décider de monter en gamme, d'améliorer la valeur ajoutée de sa production et donc va demander à ces entreprises qui sont délocalisées en Malaisie et dans les pays voisins de réorienter leur production vers l'exportation au lieu de servir le marché national. Et on a ainsi un premier pas vers une intégration par les investissements directs étrangers dans la zone. Il va se passer la même chose lors de la réévaluation de la monnaie de Corée du Sud et de la monnaie de Taïwan. Le deuxième phénomène, c'est l'ouverture de la Chine et son modèle économique. Comme vous le savez, cette ouverture va se fonder sur la création de zones économiques spéciales, sur la croissance fondée sur le commerce international et l'attraction des investissements directs étrangers. Au départ, il y a plus de 90% des investissements étrangers en Chine qui viennent des pays d'Asie, notamment grâce à la très grande diaspora chinoise. Et à partir de 2005, on observe le même phénomène. Le gouvernement décide d'améliorer la qualité de la croissance, donc laisse s'évaluer le renminbi, la monnaie chinoise, ce qui va bien sûr toucher la compétitivité des entreprises et on a les premières vagues de délocalisation au Bangladesh, Cambodge, Vietnam, etc. Le point commun dans tous ces pays d'Asie de l'Est, c'est de considérer
que le développement doit se fonder sur l'industrialisation. Et ils vont adopter un modèle, presque tous, qui s'appelle le modèle en vol d'oie sauvage. Il a été défini par Akamatsu, l'économiste japonais. Et il s'agit d'un développement qui va concerner des pays pauvres, souvent agricoles, qui vont commencer par importer des biens à faible valeur technologique, puis les produire eux-mêmes, puis les exporter, et avec les recettes, améliorer leur propre niveau de production, leur propre technologie, et donc délocaliser dans des pays plus pauvres. Et ce modèle va être suivi par la plupart des pays. Donc, ils vont s'appuyer pour cela sur des États développeurs, c'est-à-dire des États stratèges, qui vont mettre en place une stratégie industrielle et se fonder sur des institutions qu'eux-mêmes vont contrôler. Alors, il faut voir que la plupart ont des régimes autoritaires, donc ils ont le temps long pour eux, pour élaborer ces stratégies. Ils vont s'appuyer sur la planification, sur des agences de développement et sur des politiques industrielles incitatives. Donc des actions sur les prix, sur les taux d'intérêt, sur les taux de change, etc. Des mesures fiscales pour attirer les investissements étrangers, presque toujours dans des zones économiques spéciales, et aussi des subventions à l'exportation. Je n'ai pas le temps de le développer, mais il y a des méthodes très originales qui ont été mise en place dans les pays d'Asie avec une règle commune, c'est qu'on contrôle l'efficacité de ces aides. Et on accorde des aides d'abord à des entreprises qui ont fait preuve de leur capacité à exporter. L'autre point commun très important, c'est la reconnaissance du rôle central de l'éducation. Il y a eu d'énormes investissements dans l'éducation, la formation professionnelle, la recherche-développement, mais aussi la protection des droits de propriété. Et donc, ça va permettre d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, d'où une adoption beaucoup plus facile des technologies nouvelles, de l'innovation. L'exemple peut-être le plus connu est celui des fintech à Singapour, qui est devenu le 4e marché financier mondial, derrière Londres, New York et Hong Kong. Et la plupart des grandes villes de l'Asie du Sud-Est ont vu leur indice d'innovation augmenter très rapidement ces dernières années. Alors, la plupart de ces pays ont su créer un environnement très propice à l'innovation, par exemple à la création de start-up en matière d'intelligence artificielle, d'économie numérique, etc. Donc cette intégration a été d'autant plus considérée comme une réussite qu'on a créé des sortes de circuits intégrés, par exemple pour les véhicules électriques. Les minerais vont venir d'Indonésie et des Philippines. Et puis, les batteries vont venir de Malaisie et d'autres pays, les semi-conducteurs, encore d'autres pays de l'ASEAN. Et donc, il y a une intégration économique qui va se faire dans les chaînes de production. Alors, on ne peut que constater un résultat remarquable pour l'adoption de ces nouvelles technologies, qu'il s'agisse de l'économie numérique, des smart cities, etc. Alors, les limites, c'est qu'il y a encore une forte dépendance à l'innovation étrangère. Certes, le Vietnam exporte aux États-Unis des biens de haute technologie, mais c'est une technologie étrangère. Les téléphones exportés par le Vietnam aux États-Unis sont fabriqués par Samsung et ne sont pas une innovation vietnamienne. Donc il y a encore cette limite, de même que le financement des infrastructures qui est phénoménal en Indonésie, au Vietnam, et c'est un élément essentiel de la croissance économique et de l'innovation. Eh bien, ce financement, il est essentiellement chinois et cette zone dépend beaucoup des investissements chinois. Alors aujourd'hui, on constate que la mise en place des droits de douane exorbitants par Trump va beaucoup pénaliser des économies qui ont fondé leur croissance sur le commerce extérieur. Le Premier ministre de la Malaisie a rappelé il y a quelques jours qu'il fallait avoir une réponse commune, ce qui est très difficile parce que certains pays, comme le Vietnam par exemple, vont penser qu'ils ont une meilleure capacité à négocier. On connaît la diplomatie du bambou vietnamienne qui essaye de négocier avec tout le monde. Et aujourd'hui, c'est un objectif qui est quand même un petit peu difficile à atteindre dans ces négociations. On peut retirer une leçon, c'est que contrairement à ce que les institutions internationales ont longtemps recommandé, on considère qu'on peut observer que l'industrialisation soutenue par un État stratège, avec une planification moderne et un très bon niveau d'éducation, peut permettre à un pays pauvre d'améliorer le niveau de vie de sa population,
de sortir une partie de sa population de la grande pauvreté et de devenir une économie innovante. Et face à cela, on peut, pour terminer, se poser une question à laquelle sans doute certains d'entre vous vont avoir une réponse. C'est que dans un contexte où ces pays cherchent à diversifier leurs partenaires commerciaux pour limiter les risques, quelle doit être la stratégie de l'Europe et quelle peut être la place de l'Europe dans cette zone? Je vous remercie. Merci Marie-Françoise pour la présentation des enjeux. Je vais passer la parole à Ravindra Ngo. Vous êtes basé au Cambodge, fondateur d'un think tank, d'un réseau d'affaires. Alors, quels sont les acteurs qui bougent en Asie du Sud-Est? Est-ce que vous pouvez nous dresser une cartographie? Oui, donc tout d'abord, merci aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence de m'avoir invité. Je suis né à quelques heures d'ici, parce que je suis né à Antibes, donc ça me rappelle aussi mon enfance. Voilà, merci aussi à vous d'être présents aujourd'hui. Donc juste pour vous donner, avant de rentrer un peu sur justement une cartographie, comme dirait Aude, de l'Asie du Sud-Est, juste pour vous dire, effectivement, le FMI a revu en fait la tendance de croissance à 3,9%, donc une tendance revue à la baisse, due notamment au contexte géoéconomique et géopolitique, mais l'Asie du Sud-Est reste un pôle et une zone attractive. Effectivement, en taille de marché, on compte environ 670 millions d'habitants pour un âge médian de 31 ans, donc effectivement avec un potentiel de croissance et démographique importante. Donc je vais vous structurer un peu mon discours en trois axes. Le premier, en fait, c'est de comprendre pourquoi la zone Asie du Sud-Est est une région en fait attractive. Donc entre autres la démographie et les tendances économiques, nous avons effectivement un écosystème propice à ça. Donc sur l'Asie du Sud-Est, nous comptons environ 50 licornes, une extrêmement importante puisqu'on a un intervenant d'Indonésie qui se nomme Gojek, une valorisation je crois à plus de 10 milliards d'euros. Et en fait, Gojek est une start-up spécialisée dans tout ce qui est transport et paiement mobile, l'équivalent de Grab sur aussi d'autres zones d'Asie du Sud-Est. Donc ça, c'est un exemple. Entre autres, la démographie, justement, comme je l'ai dit en introduction, avec un âge médian de 31 ans, c'est-à-dire une population très jeune, et en termes de démographie, donc un potentiel énorme. Ensuite, nous avons également des hubs, des centres en fait sur l'Asie du Sud-Est, comme Singapour, Jakarta, Ho Chi Minh, qui sont en train d'attirer beaucoup de jeunes talents, pas seulement sur l'Asie du Sud-Est, mais également d'Europe, également d'autres continents. Donc ça, c'est vraiment un peu une tendance qu'on a sur l'Asie du Sud-Est. Et également, je pense qu'effectivement, les secteurs plutôt de prédilection en matière de technologie, forcément, ce sont la FinTech. On a également l'agritech et aussi la health-tech. Et je pense que plus tard, beaucoup effectivement d'investisseurs sont intéressés sur ces secteurs de prédomination. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment effectivement le support au niveau gouvernemental, mais également des conglomérats, en fait, ce qu'on appelle les GAFAM, donc Amazon, Google, qui pas délocalisent, mais qui en fait implantent leur filière en Asie du Sud-Est. Donc effectivement, ça attire de nouveaux talents, ça effectivement donne une visibilité sur une zone en émergence. Et également, au niveau du gouvernement, on a plusieurs recommandations et plutôt implantations de politiques gouvernementales. Par exemple, le premier, c'est avec l'exemple de Singapour. Ils essayent d'assurer en fait Vision 2030, ce qu'on appelle en fait une Smart Nation, c'est-à-dire qu'ils essayent vraiment de bénéficier à la population
d'implanter des outils dans la tech, digitaux, qui permettent vraiment au bien-être de la population singapourienne. Et puis ensuite, on a l'exemple aussi de la Thaïlande. La Thaïlande, effectivement, une des caractéristiques de la population thaïlandaise, c'est que 15% de la population thaïlandaise a plus de 65 ans. Donc tout ce qui est silver economy, effectivement, pour cette population âgée, le gouvernement thaïlandais également s'intéresse énormément à cette tranche de population et met en place beaucoup de programmes au niveau des infrastructures et l'implantation également Smart City font pas mal d'efforts sur ce point-là. Enfin, je pense que en plus de ces axes-là, le troisième axe, c'est qu'il y a également, et vous avez pu le voir dernièrement sur les différentes brochures de ce salon, il y a considérablement un investissement sur le pilier de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle générative, mais aussi prédicative, je pense qu'on le voit dans le domaine de la santé, mais aussi en matière d'environnement. Je pense que là, on est vraiment... je crois qu'ils ont prévu 40 degrés aujourd'hui. Un des pics de chaleur est attendu aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, cette révolution de l'intelligence artificielle va permettre vraiment de pouvoir prédire des tendances, des scénarios et anticiper donc les risques majeurs qui nous attendent, soit au niveau écologique, mais aussi au niveau de la santé. Donc c'est effectivement une tendance que j'observe sur l'Asie du Sud-Est. Et en plus de ça, je pense que les opportunités qu'elle facilite, c'est aussi l'inclusion. Il y a justement une des spécificités de la région du Sud-Est asiatique, c'est qu'il y a d'énormes disparités. Disparités de population. Donc l'Indonésie, plus de 270 millions d'habitants, si je ne me trompe pas, on est aux environs, contre une population à Brunei de seulement 480 millions d'habitants. En plus, en termes économiques, de développement économique, je crois que c'est Singapour, c'est environ 28 000 US dollars PIB par habitant, contrairement, un peu plus, contrairement au Myanmar, je crois de mémoire environ 1700 US dollars. Donc des écarts majeurs au niveau de la disparité. Donc en fait, une autre disparité au niveau du sud-est asiatique, c'est la proportion domaine rural, zone rurale et zone urbaine. Et donc l'artificial intelligence, financial technology, la finance dans la technologie vont vraiment remédier à cette fragmentation, à ces différences-là. Mais effectivement, mis à part ces opportunités, on parle aussi de faiblesses sur l'Asie du Sud-Est en matière d'innovation et technologique. Pour l'instant, effectivement, il y en a plusieurs, mais je peux en énumérer quelques-unes. La première, c'est la protection des données. Et effectivement, il y a aussi un autre enjeu majeur, et je pense que dans la presse, on en parle beaucoup. C'est tout ce qui est effectivement au niveau des villes, des pays en Asie Sud-Est, tels que la Thaïlande, le Myanmar et le Cambodge, où il y a beaucoup de foyers en fait, de ce qu'on appelle de tout ce qui est cyber scam, tout ce qui est effectivement beaucoup d'exploitation des données, etc. Donc ça, c'est vraiment un problème majeur. Et puis ensuite, comme je vous le disais, c'est vraiment la disparité au niveau des infrastructures digitales qu'on peut trouver de manière très différente sur Singapour, où le taux de couverture Internet est maximal, ou si vous alliez plutôt dans des milieux de campagne, dans les provinces du Cambodge ou d'autres, où effectivement on manque énormément en matière de digital et d'infrastructures digitales. Donc voilà, donc c'est un peu vraiment une cartographie accélérée que je vous ai donnée. Et enfin, pour finir, je pense que la vision de l'ASEAN, effectivement, comme vous l'avez bien mentionné, est vraiment une vision, ils ont fait, puisque dernièrement, en fait, l'ASEAN se situe en Malaisie, ils ont parlé d'une vision 2050 à vraiment renforcer cet axe de digital transformation, transformation digitale, qui est effectivement valorisé
à 230 milliards de dollars en 2026, mais également de capitaliser sur tout ce qui est recherche et développement. Et enfin, ils veulent aussi assurer le développement sur une économie créative. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup Ravindra. Je vais passer la parole à Arnaud Vessier. Arnaud, vous avez accompagné Emmanuel Macron le mois dernier lors de son voyage en Asie du Sud-Est, notamment les étapes singapouriennes et en Indonésie. Qu'est-ce qui vous a marqué sur place? Quelle a été la best practice, la méthode que vous retenez? Je ne parle pas de la gifle, hein, évidemment, à la sortie de l'avion, mais évidemment de ce que vous avez pu voir sur place. Oui, j'ai effectivement dirigé les 2 délégations économiques qui accompagnaient le président Macron lors de ses visites d'État en Indonésie et à Singapour. Et il y a eu toute une série d'accords économiques qui ont été signés, et en Indonésie puis à Singapour, entre les sociétés françaises et les Indonésiens puis les Singapouriens. Ce qui est d'abord très intéressant pour nous, c'est qu'il y a un vrai appétit, et en Indonésie et peut-être encore plus à Singapour, pour les intérêts français, les entreprises françaises et l'économie française. Parce que ce qui a été mentionné sur l'ASEAN, je le partage tout à fait, mais il ne faut pas oublier l'importance essentielle de la Chine, qui est quand même le poumon qui tire. L'ASEAN a été tirée historiquement par les États-Unis et l'Europe, mais aujourd'hui, c'est la Chine qui prend le relais et qui devient l'acteur absolument essentiel dans toute cette région. Et donc, les pays d'ASEAN, et en particulier Singapour, souhaite établir un équilibre, et l'Europe est un partenaire naturel pour essayer d'équilibrer ce rapport devenu extraordinairement conflictuel entre les États-Unis et la Chine, et l'ASEAN prise entre les deux, qui doit rester ami avec la Chine puisque c'est la puissance immense de la région et qu'il est pour toujours. Les États-Unis qui étaient traditionnellement le protecteur vis-à-vis du communisme. Donc, sur ce qu'on a vu, c'est des accords économiques importants, notamment à Singapour. Il y a eu 20 accords économiques signés. Et ce qui était intéressant, c'est que sur les 20, 15, donc les 3/4, étaient sur la tech et l'innovation. Par exemple, un programme avec le Programme national de robotique de Singapour et le CNRS pour créer tout un écosystème, un nouvel institut qui va travailler sur tout l'écosystème de la robotique et l'intelligence artificielle. Ou Thales qui crée avec l'Economic Development Board son 4e centre mondial d'intelligence artificielle. Donc des accords à portée importante. Mais ce qui est frappant, et je reprends ce qui a été dit auparavant, Singapour est un exemple en fait d'économie dirigée à la française. Mais pourquoi les résultats sont-ils différents? C'est ça qui est intéressant. Parce que le revenu par habitant est aujourd'hui le premier au monde des vrais pays développés, au même niveau que la Suisse. 115 000 $ Singapour, à peu près 85 000 €. Donc absolument considérable. Quand je suis arrivé à Singapour en 85 et j'y ai passé 14 ans, Singapour à l'époque était encore un pays pauvre. Donc en l'espace de 60 ans, ils sont passés d'un pays pauvre sans ressources au pays le plus riche au monde. Avec un système assez à la française, une fonction publique extraordinairement puissante, avec des gens brillants et qui dirigent l'économie. Bon. Quelle est la différence? La différence, c'est que, et l'Economic Development Board, qui est le chef d'orchestre de l'économie singapourienne, est très intéressant dans ce domaine, 850 personnes, donc un petit organisme, mais un organisme qui fonctionne sur des plans à long terme de 5 ans, encore une fois comme à la française dans le temps. Et ces plans à 5 ans tournent autour de 3 mots: recherche, innovation, commercialisation. Ils obtiennent un funding pour 5 ans. Si au bout de 4 ans, au moment où il faut renouveler le funding, l'IDB ne peut pas démontrer que son plan va permettre une commercialisation, on passe à autre chose. Le deuxième élément, c'est que tout est fait pour que le développement ne se fasse pas du tout par le public, mais se fasse avec des acteurs privés. Et des acteurs privés singapouriens, sociétés d'État, sociétés privées et investisseurs étrangers. Singapour est aujourd'hui le 4e récipient d'investissement étranger dans le monde, alors que c'est un pays de 6 millions d'habitants.
Donc la proportion est tout à fait extravagante. Une autre obsession à Singapour, c'est de maintenir, ça a été dit, la proportion de l'industrie manufacturière. Alors qu'ils ont le plus haut revenu au monde, donc les coûts automatiquement très élevés, ils maintiennent 22% de PNB en industrie manufacturière. Et c'est un objectif, c'est de maintenir en permanence ces 22%. Comment y parviennent-ils? Et c'est là un élément très très différenciant avec ce qu'on fait chez nous, c'est qu'en permanence, l'IDB en particulier est en charge d'identifier les secteurs d'avenir et de laisser tomber les secteurs qui sont arrivés au sommet de leur courbe de croissance. Un exemple qui est un vieil exemple, mais qui est particulièrement parlant, dans les années 90, ils avaient 50% de la production des disques durs mondiaux. L'industrie américaine produisait à Singapour. L'IDB décide que l'industrie du disque dur est une industrie qui n'a plus de perspective de croissance. Ils ont poussé toutes les industriels qui faisaient de disques durs vers la Malaisie. Et ils ont poussé tout l'investissement et la promotion de Singapour vers les semi-conducteurs. Et ils le font en permanence. Ils changent de secteur très très régulièrement et ils abandonnent les autres secteurs. C'est ça cette force, c'est cette capacité à identifier les secteurs d'avenir et renoncer aux secteurs du passé. Je vous dirais un autre élément intéressant sur Singapour. En 90, Lee Kuan Yew, qui est le De Gaulle et le Churchill singapourien, a identifié que la Chine allait redevenir une grande puissance. Ce qui est pas mal en 1990. C'est vraiment, la Chine ne fait que s'ouvrir. Hein. C'est le tout début des années 80 où elle commence à s'ouvrir. Et pour ça, il décide que la population singapourienne, où il avait misé sur l'anglais, doit maintenant apprendre le mandarin. Et tout Singapourien d'origine chinoise à Singapour, c'est-à-dire 72% de la population, du jour au lendemain, ne peut entrer à l'université que s'il démontre qu'il est devenu bilingue en mandarin. Et aujourd'hui, les Chinois de Singapour sont trilingues, anglais, mandarin, enfin ils sont bilingues, anglais, mandarin. Donc cette espèce de capacité à se projeter sur l'avenir et à investir férocement dans ces domaines. Voilà un peu les recettes du succès. Aujourd'hui, évidemment, c'est l'intelligence artificielle, là, ce qu'ils appellent Smart Nation, qu'ils ont identifié il y a 15 ans. Smart Nation, c'est permettre à toute la population indonésienne et aux entreprises indonésiennes, toute la population singapourienne et aux entreprises singapouriennes à apprendre l'IA, donc éducation, l'utiliser, et y compris la silver economy de Singapour, parce qu'ils ont un problème démographique évident avec une population qui vieillit, à savoir utiliser l'IA et l'utiliser dans la vie de tous les jours. Merci Arnaud pour la présentation. Je vais passer la parole à monsieur le ministre Sandiaga Uno. Vous êtes donc ancien ministre du Tourisme en Indonésie, vous êtes aussi un homme d'affaires localement. Les innovations répondent-elles à des enjeux sociétaux? Qu'est-ce qui reste à faire encore dans ce domaine? Vous allez parler en anglais pour la salle. Thank you. Merci. Merci de m'avoir invité à cette conférence. Très récemment, j'ai visité l'Asie du Sud-Est, les 10 pays de Myanmar, le Cambodge, le Vietnam, également Thaïlande, Malaisie, Singapour et l'Indonésie. Et si vous regardez la région de l'Asie du Sud-Est, vous allez voir évidemment que Singapour est en haut du PIB par personne, mais il y a également des défis. Vous ne pouvez pas regarder l'Asie du Sud-Est comme avec une seule vision, un seul point de vue. L'Asie du Sud-Est est très disparate et très unique. Et ce qui est important, c'est qu'on est en train de croître. La croissance économique est là. Et l'Indonésie est la moitié de l'Asie du Sud-Est en termes de population, en termes de l'économie, est vraiment en train de prendre sa place sous notre nouveau président. Notre nouveau président adore la France.
Arnaud a vécu cela lors de la visite avec le président Macron. Ils ont chanté le karaoké pendant 20 minutes et ils ont chanté des chansons françaises. Quand Prababo a développé son plan économique avec le parti, il passait à chaque fois quelques semaines ici, il parle la langue, il s'en inspire de la France. Et pendant les élections de 2019 pour la présidence, j'ai appris que nous avons tellement de potentiel, pas seulement l'Indonésie, mais toute la région. Et je voudrais vous parler de ce qui peut motiver l'Asie du Sud-Est et comment on peut collaborer. Premièrement, il y a l'innovation. C'est une région très innovante. Mais deuxièmement, et ce qui est très important, c'est que c'est une région qui s'adapte. Nous nous adaptons rapidement. Vous avez parlé du Singapour. Nous sommes adaptés à la démocratie récemment, il y a 25 ans, et maintenant nous sommes une vraie démocratie. Et nous faisons cela avec des mesures collaboratives. Nous avons commencé en 1967. Il ne s'agit pas juste high-tech, mais high-touch, avec des cultures très différentes. L'Asie du Sud-Est rejoint l'intelligence locale avec des idées mondiales. L'innovation, c'est vraiment au niveau grassroots. C'est pas que l'IA et la robotique. C'est quelque chose que nous faisons tous les jours dans l'agriculture, dans la pisciculture. Il y a d'autres innovations. Il y a une société InsurTech qui collecte les données Garmin et traduit cela en base unique premium sur votre santé. Si vous faites beaucoup d'exercices, vous payez moins votre assurance médicale. Et on voit beaucoup de développement de ce type en Asie du Sud-Est. On n'a pas que les unicornes, nous en avons 50, mais nous avons également la capacité de créer des entrepreneurs sociaux. Deuxièmement, il s'agit de nos PME. Peut-être que des accords ont été signés pendant la visite du président Macron en Asie du Sud-Est, mais l'accord qui va vraiment booster la croissance et l'intégration économique, c'est les 74 millions de PME en Indonésie qui sont responsables de plus de 60% de notre PIB et qui créent de bons emplois. 90% des emplois sont créés par les PME. Si vous voulez regarder l'Asie du Sud-Est, étudier ce secteur. Il y a les petites boutiques de café au Cambodge, la mode en Indonésie, les artisans au Thaïlande. Si vous regardez White Lotus, où la Thaïlande a pu créer cette manière innovante de produire du tourisme grâce à cette émission sur Netflix. Nous utilisons le high-tech tous les jours dans notre quotidien et ça touche nos vies. J'ai pu, pendant mes années de service public, j'ai créé des mouvements, les mouvements des PME qui ont créé 600 000 emplois et également un mouvement d'innovation et technologie pour des innovations au niveau de grassroots qu'on voit dans les villages dorés et dans les programmes de villages de tourisme. Et nous, en ASEAN, nous serons pas seulement capables de gérer nos frontières, mais nous sommes également capables de construire des ponts entre nous, des ponts d'innovation, des ponts qui connectent le Singapour avec les régions les plus compliquées en Asie du Sud-Est. Et l'Indonésie a de bons programmes pour transférer les inefficacités du budget du gouvernement
vers le programme que vous avez cité, Arnaud. Ça va ouvrir beaucoup d'opportunités pour les PME, particulièrement dans les secteurs de l'alimentation et de l'énergie. Et je veux conclure avec un appel à l'action pour vous tous. Créons ces collaborations entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est, et particulièrement avec la France. Ce sera basé sur l'innovation fondée dans la valeur. Ça aura du sens pour les peuples et cela créera de la richesse pour tout le monde. À nous, Mingpo Kai, vous êtes fondateur, président du fonds d'investissement KT Capital, donc un fonds européen qui investit partout dans le monde. Je voulais vous interroger sur votre grille de lecture quand un projet vous est soumis et que vous décidez d'investir en Asie du Sud-Est. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous vous dites que c'est parce que les marchés sont immenses, c'est très peuplé, ou c'est parce que justement la population est très jeune, très connectée, très captive en quelque sorte? Alors, nous voyons de opportunités partout. KT gère à peu près 7 milliards de dollars et nous avons ouvert notre bureau à Singapour depuis 10 ans. Et moi, je viens de Fujian. Tous les grandes familles industrielles sud-est asiatiques, nous parlons le même dialecte. Voilà. Donc, je suis très content de te voir ici. Si je parle que la partie sud-est asiatique, nous avons investi à Finacel, Credivo. Le Credivo, le fintech, la société fintech la plus importante à Sud-Est asiatique. Finacel a démocratisé la banque. Nous venons de lister une société de San Francisco à Nasdaq, l'appelée Chime. Chime, c'est exactement le pionnier, un peu l'exemple de Finacel. Démocratiser, rendre la dignité bancaire au plus grand nombre de masses. Cette société-là, Finacel, aujourd'hui, il sert à 100 pays, partout dans le monde, commencé à Indonésie. Nous avons investi dans une société qui s'appelle Rebelo, fait le recyclage de téléphones et tout ce qui est usage électroménager. Rebelo, pas seulement il est leader à Sud-Est asiatique, il a exporté le modèle aux États-Unis. Je l'ai emmené à San Francisco. Aujourd'hui, avec l'accord qu'il a fait avec Walmart, est quasiment devenu une société leader aux États-Unis. Et bien sûr, Coherent, c'est dans la démocratisation de l'assurance. Nous misons sur une chose, la tech, c'est bien, mais application, c'est mieux. Application, c'est une solution. Et solution pour le plus grand masse du peuple. Et ça, c'est très important. Je voulais dire par là, Finacel, le fondateur, c'est un Américain, Indien, un peu Indonésien. Le fondateur de Rebelo, c'est un Français, un peu Singapourien. Et ça fait longtemps, ils ont vécu aux États-Unis, à Sud-Est asiatique. Donc, je voulais dire quoi? Aujourd'hui, on parle Sud-Est asiatique. D'ailleurs, je rigole, je plaisante avec Jean-Hervé Lorenzi. À défaut de parler la Chine, on parle Sud-Est asiatique. Est-ce que tu parles de sujet Sud-Est asiatique sérieusement ou pas? Je suis tout à fait d'accord. Au fond, avant, on t'écrit l'Asie, on t'écrit Far East, on t'écrit ASEAN. Maintenant, on l'appelle... Alors, on ne peut plus inclure la Chine devient trop gros. Donc, on l'appelle Sud-Est asiatique. Mais rien de lister tous les noms de pays Sud-Est asiatiques, ça va vous prendre 1 minute. Vous voyez, donc, il y a une multi-façade et la tech doit permettre à unir et créer le bridge. You're right. On construit le pont. Donc, aujourd'hui, à défaut d'oser parler la Chine, si comme la Chine est dangereuse, ou au défaut de parler des États-Unis, comme si l'Américain devient fou. Non, il faut garder ça. Regardez aujourd'hui combien de communautés tech chinoises sont à Sud-Est asiatique. Et combien que c'est important, le marché en Amérique, aux États-Unis, c'est pour les startups Sud-Est asiatiques. Moi, je suis promoteur de l'économie, reste connecté. À défaut de construire le bridge, d'accord, les ponts, bon, on peut creuser le tunnel. Le tunnel de lien de cœur. Je te rencontre, on crée un lien. Moi, je le connais en personne, pas qu'en termes de soi-disant système.
Et je pense qu'aujourd'hui, les talents de profondeur de l'économie sud-est asiatique, liés à cette ouverture, par curiosité peut-être, donc il y a beaucoup de Chinois qui sont là, et il n'y a pas que les Chinois, il y a des Américains, il y a des Indiens qui se rencontrent. Le marché, est-ce que c'est profond? Je ne dis pas non, je ne dis pas tout à fait. Le marché est tout à fait naissant. Parfois, on compare, est-ce que comparer la Chine il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça c'est une grave erreur. Sud-Est asiatique, ils ont leur propre chemin d'embrasser la tech, embrasser AI. Et moi, je recommande une seule chose, concentrons-nous, pas seulement tech, application, et quelle utilité finale? Utilité finale doit être pour la masse, pas pour recréer la ultra riche, comme ce qu'on avait vécu, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine. Moi, je suis pour la tech application. Et d'ailleurs, avec une moitié de 440 français, j'ai beaucoup développé l'activité en Chine. Nous avons presque 2 milliards d'euros en créant des fonds verticaux précis pour résoudre le problème. Ça ne sert à rien de raconter de belles histoires si derrière, il n'y a pas d'utilité et si on ne résout pas le problème. Je pense que Sud-Est asiatique, il faut identifier le problème, mobiliser les talents, mobiliser les ressources, que ce soit locales, chinois, américains, sur la planète, dès que c'est l'intelligence humaine, ben, ça doit être au service d'une belle cause. Moi, je pense que c'est ça ma vision. Merci. On va rebondir justement avec le reste du panel. Une question subsidiaire pour vous, Mingpo. Une question subsidiaire parce que justement, vous avez parlé des liens de l'Asie du Sud-Est avec la Chine. Est-ce que, avec ce qui se passe actuellement dans un monde de plus en plus fracturé, l'Asie du Sud-Est peut prendre son indépendance quelque part vis-à-vis de la Chine? Est-ce que les liens peuvent se détacher? Alors, je ne sais pas pourquoi on veut toujours détacher les uns les autres. Vous voyez, on s'assoit ensemble, on est tous liés. On ne peut plus détacher, au moins pour une heure. Non, je voulais vous dire, c'est que parfois la Chine fait peur. C'est parce qu'on ne comprend pas bien la Chine. Les Chinois, ils sont innocents, comme les Américains, comme les Français. Aujourd'hui, pourquoi la Chine avance très vite, surtout le AI? D'abord, la Chine a une qualité de données exceptionnelle. L'économie chinoise est très digitale. Donc, quand il y a une base de données, quand il y a la qualité de données, et en plus, ils sont à leur rythme, c'est comme notre corps. Quand ils mangent de belle nourriture, bons ingrédients, en plus, tu digères vite. Au lieu de prendre 24 heures pour digérer, bah, tous les 8 heures, tu digères. Forcément, ton corps devient plus fort et ton intelligence devient plus importante. Et en plus, quand il y a une obsession, quand il y a la obsession de utilité et d'application concrète, bah forcément, tu vois, en Chine, il y a des nouveaux métiers qui sont naissent. Par exemple, dans la voiture électrique, dans la batterie, etc. Il ne faut pas dire, ah oui, parce qu'il ne faut pas sanctionner ceux qui font mieux. Par contre, il faut collaborer. Et d'ailleurs, à Indonésie, ils ont des exemples pour attirer les industriels du monde entier, y compris chinois, de venir installer localement. Alors, qu'est-ce qu'il faut leur demander aux Chinois? Ça, c'est un playbook que je vous confie. Ça, c'est secret, il faut vous tenez bien. La Chine, il y a 30 ans, quand il a fait l'ouverture de la Chine, il a exigé tous les Occidentaux. Vous venez chez moi, vous faites le transfert de technologie, vous vous installez industriellement, vous devez avoir un partenaire local. Faites pareil. Sur ce point-là, les Chinois comprennent. Voilà, que ce soit en France, que ce soit en Sud-Est asiatique. Et d'ailleurs, KT, nous sommes très présents en Europe. On a 4 bureaux, hein, Paris, Allemagne, Espagne. Et depuis longtemps, on est aussi en LATAM et en Afrique. Et en partenariat avec des partenaires locaux. Moi, je pense qu'une art comme KT, nous sommes très racinés. D'ailleurs, je suis essois, vous imaginez? Je vous accueille, bienvenue ici. Et la racine, il faut être profond. Mais quand tu es là pour contribuer à l'écosystème, si je suis venu à Aix, ce n'est pas pour emmener la beauté et arroser bien les plantes, la terre ne va pas aimer. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut que ce lien qui soit ensemble. Nous sommes comme 6 arbres. Ça ne se voit pas qu'on est connectés. Mais si vous regardez les racines, on est tous connectés. Et là, on appelle une plateforme.
Et là, on appelle un forêt et on appelle une solution. Merci Mingpo. Je vais vous faire réagir, Ravindra, sur justement cet aspect géopolitique. Vous qui parlez avec ces hommes d'affaires dans la région, est-ce que vous les voyez plus intéressés aujourd'hui vers les États-Unis ou effrayés justement de ce qui se passe? Comment réagissent-ils? Donc, merci pour cette question. Donc, tout d'abord, je rejoins aussi ce que dit Mingpo, c'est qu'on est effectivement tous connectés au travers des différences sur l'Asie au niveau culturel et des disparités, des différences que je vous ai mentionnées avant. Je pense qu'effectivement, si on a l'intention de faire des bonnes choses dans la health tech, d'investir sur des plateformes sociales, etc. C'est vraiment une vision commune qu'on devrait tous avoir dans la région. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement en ce moment, sur la région de l'Asie du Sud-Est, on voit véritablement, effectivement, j'aime pas trop dire le mot bataille, mais effectivement cette rivalité entre les puissances Chine et États-Unis et effectivement un intérêt effectivement géostratégique de l'Indo-Pacifique, si on va en dehors de la zone Asie du Sud-Est, qui est de plus en plus grandissant. D'où, je pense aussi, dernièrement, la visite d'Emmanuel Macron en Indonésie, puis ensuite au Vietnam, et il a terminé avec un des plus gros sommets au Shangri-La à Singapour, qui est le plus grand sommet de défense en Asie. Donc voilà, ça c'est déjà un indicateur. Ensuite, pour quel choix effectivement je pense les investisseurs, les business leaders se tournent, c'est une question assez difficile à répondre, puisqu'il y a effectivement des pays d'Asie du Sud-Est qui sont très liés avec la Chine. On peut dire le cas du Cambodge, le cas également du Laos et du Myanmar, et d'autres effectivement plus pro-américains qui sont l'exemple des Philippines, l'Indonésie, Singapour, mais d'autres effectivement qui sont plus neutres et qui comprennent, je pense, le jeu, j'aime bien utiliser ce mot de grand échiquier, qui fait effectivement référence au livre de Brzezinski par rapport à ce terrain un peu stratégique. Donc pour moi, si on se penche plus sur un horizon, puisque je pense que la session aujourd'hui concerne l'Asie du Sud-Est, j'aimerais aussi apporter un peu, et je vois que le temps, donc je vais faire très brièvement, mais un peu ce que peut apprendre des uns et des autres l'Union européenne et l'ASEAN, et vice-versa, l'ASEAN et l'Union européenne. Je pense que Sandiaga l'a mentionné, je pense que l'Union européenne peut apprendre de l'agilité, mais aussi de l'efficacité et de la résilience de l'Asie du Sud-Est. On le voit dernièrement, à cause du leadership américain, il a vraiment, voilà, c'est au niveau de ses tarifs douaniers, la Chine et l'ASEAN ont dû renforcer leurs liens, donc notamment avec un partenariat qui existe déjà, qui s'appelle l'ASEAN Plus 3, qui regroupe l'ASEAN, la Chine, la Corée du Sud et le Japon, mais également dernièrement, lors d'un sommet, l'ASEAN, la Chine et les pays du Golfe se sont également renforcés, donc on crée ici de nouvelles alliances. Et donc, je pense que c'est une opportunité derrière une crise. Ensuite, ce que peut, je pense, apprendre le Sud-Est asiatique, l'ASEAN, de l'Union européenne, je pense que l'Union européenne a implanté beaucoup d'initiatives justement dans l'environnement, les projets, les initiatives environnementales, premier point. Et le deuxième point que l'Asie Sud-Est pourrait apprendre de l'Union européenne, c'est notamment énormément sur tout ce qui est régulation éthique. Et je pense que vous avez écrit un AI Policy Act qui est un très très bon exemple de ce sujet-là. Merci.
Une dernière question avant de passer la parole à la salle. Je voulais revenir avec vous, Santiago Auno, sur... on a parlé des enjeux sociétaux. Est-ce que l'enjeu environnemental compte en Asie du Sud-Est? On s'en préoccupe beaucoup. Il y a encore, on recule beaucoup de ces derniers temps sur l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe dans ces pays-là, en Indonésie notamment? It's a very huge concern. Ouais, c'est une très grande inquiétude parce que je crois que l'Indonésie, en particulier l'Asie du Sud-Est, c'est l'épicentre. Lorsque vous parlez des économies vertes, par exemple, il y a tellement d'opportunités que l'on puisse travailler ensemble, que ce soit au niveau des forêts tropicales, par exemple, la mangrove, les coraux, par exemple. Nous avons beaucoup, les récifs coralliens, beaucoup de choses à apporter avec l'intelligence artificielle, etc., qu'on peut contribuer à l'économie verte. C'est l'ensemble de l'écosystème. J'ai investi dans une entreprise qui travaille sur les pertes alimentaires, par exemple, des choses comme ça, les pertes agricoles. Ça pourrait permettre justement, on pourrait réduire de 30% les émissions carbone. Et toutes les innovations qui répondent aux problèmes environnementaux dans une canicule. Mais vous savez, en Indonésie aussi, il fait très, très chaud. Donc, l'Asie du Sud-Est, c'est pas seulement chaud, mais c'est humide. Et de ce fait, c'est quelque chose qui doivent être traités par l'innovation. Les défis verts, par exemple, l'alimentation, la sécurité alimentaire et évidemment, le chômage massif. Alors, vous avez probablement vu le film Crazy Rich Asia. Bon, c'est un film qui est trompeur finalement parce que la plupart des Asiatiques du Sud-Est sont très frugaux. Ils sont très familiaux, par exemple, focalisés sur l'économie circulaire. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui pourraient être réalisés dans ce domaine. Je crois que au cours des prochaines années, finalement, il va y avoir une ouverture de très grand nombre d'opportunités pour travailler sur des solutions partagées pour une économie verte. Alors, des questions. Est-ce que vous pouvez vous lever? On va prendre un micro. Est-ce que je peux poser ma question en anglais au Premier ministre Uno ou je dois la poser en français? Oh, ministre Uno. Yeah, that's a question for you. Une question, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je suis basé à Singapour, dans l'industrie du semi-conducteur. Donc, je suis d'accord avec vous. L'Indonésie est fascinante en termes de population. Mais en tant que représentant du gouvernement, j'ai deux questions à vous poser. D'abord, population jeune, mais il y a des défis au niveau de l'éducation et des compétences partout dans la région, mais plus particulièrement en Indonésie. Deuxième point, c'est la fragmentation de l'ASEAN. Je pense que c'est une opportunité, mais également un défi. En même temps, quel est votre avis, votre point de vue, lorsqu'il s'agit de créer un bloc plus homogène, comme par exemple l'Union européenne, pour vraiment vous positionner au centre du pouvoir politique entre les États-Unis et la Chine, par exemple? Alors, le chômage de masse est un problème important. Non seulement nous ne sommes pas en mesure de créer des emplois en général, mais nous ne sommes pas capables de nous concentrer sur la création d'emplois de qualité adaptés aux technologies les plus récentes. C'est là que les partenariats publics-privés doivent être mis en place, non seulement pour développer les compétences, mais développer de nouvelles compétences également. En Indonésie, nous avons très peu d'initiatives de ce genre. Et je pense que Singapour a des très bons exemples à donner là-dessus. Et je pense que l'économie argent présente beaucoup d'opportunités, mais les jeunes sans emploi doivent être servis, par exemple. Et il faut qu'on agisse rapidement là-dessus. En deuxième point, je dirais que dans les secteurs de l'Asie du Sud-Est, pas seulement au niveau des technologies, mais au niveau de la santé, l'éducation, ça représente des opportunités majeures. Moi, à mon avis, c'est que oui, nous sommes confrontés à des défis, la fragmentation est un défi. J'ai essayé de créer une compagnie aérienne d'Asie du Sud-Est, ça a échoué. Mais je pense qu'il y a des modèles comme Singapore Airlines, par exemple, AirAsia, DBS Bank, qui sert l'Asie du Sud-Est et CRMB en Malaisie.
Mais on ne peut pas créer des plateformes homogènes partout en Asie du Sud-Est. Chaque pays doit avoir ses propres sagesses, ses faiblesses, ses forces. Chaque pays, donc il faut intégrer les économies et peut-être tirer le meilleur de chaque pays. Donc sur la conclusion de cette table ronde. Très brièvement, merci beaucoup. Juste pour rappeler que dans ces systèmes dans lesquels les institutions contrôlées par l'État, comme cela a été rappelé par Arnaud, ont été très efficaces, mais se sont accompagnés d'une très grande concurrence entre les entreprises privées, entre elles, avec les entreprises publiques, les start-up, etc. Ça n'empêche pas la concurrence. Et deuxième point, puisque j'ai 30 secondes, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, sur l'importance de l'application de ces nouvelles technologies à l'ensemble de la population, c'est-à-dire que l'innovation ne doit pas conduire à une fragmentation de la population entre ceux qui bénéficient de cette innovation et les autres, qui sont souvent déjà les plus faibles, mais qu'au contraire, l'innovation doit servir l'ensemble de la population. Et je pense que souvent les pays du Sud-Est asiatique l'ont peut-être mieux compris que nous. Merci. Oui, attention à la fracture numérique. Merci à tous nos intervenants. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que vous avez appris des choses avec nous. Merci.